Aujourd'hui, tout le monde connaît les principautés européennes comme Monaco, Andorre ou encore le Liechtenstein. Mais savez-vous qu'il y a un peu moins de 300 ans se trouvait ici, sous mes pieds, le plus petit territoire indépendant du continent européen? Allez, venez, je vous montre. À mi-chemin entre l'Empire germanique et le Royaume de France, ce territoire a été pendant plus d'un demi-siècle une principauté complètement autonome et a vu se succéder à sa tête 3 générations de princes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce petit bout de territoire vosgien qui a marqué le siècle des Lumières et qui s'appelait la principauté de Salm. Revenons au tout début de l'histoire, et plus précisément au milieu du XVIIIe siècle. À l'époque, le roi de France, Louis XV, offre à son beau-père, le roi déchu de Pologne, Stanislas Leczinski, la gouvernance du duché de Lorraine. Vous allez me dire, quel rapport avec le territoire de Sonone? En fait, c'est à cause de cette passation de pouvoir que le prince de Salm, Nicolas Léopold, soucieux de perdre la cogérance qu'il partageait avec les ducs sur le territoire de Sonone, prit les devants. Il réussit à convaincre, après de longues négociations, le roi de France et son beau-père, Stanislas, de reconnaître le territoire des princes de Salm comme un territoire indépendant, et en même temps à en prendre la gouvernance exclusive. Et c'est ce petit cours d'eau, appelé la Plaine, qui marquera la frontière entre le territoire du Royaume de France et la principauté de Salm. Et c'est ainsi que le 21 décembre 1751, la principauté de Salm est reconnue comme un État indépendant. État qui comporte plus de 10 000 habitants, répartis sur 240 km² et qui a pour capitale la ville de Sonone. Vous allez me dire, qui dit principauté dit château. Alors, où sont-ils ? Il faut savoir que durant leur règne, les princes de Salm ont fait construire 2 châteaux dans la ville de Sonone. Oh, super. Et aujourd'hui, malgré que l'un d'eux soit encore en rénovation jusqu'en 2025, les 2 châteaux ont réussi à passer le temps et sont encore présents aujourd'hui dans la ville de Sonone. Vous imaginez, si ces murs pouvaient parler, tout ce qu'ils auraient à raconter ? Vous imaginez toutes ces soirées, tous ces bals qui s'y sont déroulés? Tous ces secrets inavoués. Vous imaginez toutes ces princesses qui y ont vécu? Vous voyez ces 2 hommes, là-bas? Le religieux en noir s'est donc calmé, l'abbé de Sonone. À lui tout seul, il a écrit une centaine d'ouvrages qu'il collectionnait dans une des plus belles bibliothèques de la région, ici, à Sonone. Et l'homme qui se trouve en face de lui et qui vient discrètement séjourner dans l'abbaye, c'est François-Marie Arouet. Mais vous le connaissez sûrement plus sous le nom de Voltaire. Je sais ce que vous allez me dire. Qu'est-ce qu'un écrivain, philosophe, grand penseur du siècle des Lumières vient faire ici, à Sonone, dans une abbaye en plein milieu de la nuit? Pour le comprendre, il faut en savoir un peu plus sur l'abbé Don Calmet. Car ce qui distinguait Don Calmet du reste de ses confrères,
c'était sa soif de connaissances sur le monde qui l'entourait. Que l'on parle de philosophie, de sciences naturelles, de théologie ou même d'art, sa bibliothèque regorgeait de manuscrits rares, de cartes de géographie, d'instruments scientifiques et d'objets exotiques. C'est quoi ça ? Il avait réuni au sein de son cabinet des curiosités des objets qui venaient des quatre coins de la Terre. Avec un esprit rationnel et logique, il cherchait avant tout à démêler le vrai du faux, en analysant rigoureusement les faits et les preuves. Il sera par exemple l'un des premiers à écrire sur les vampires, avec son livre... Il est où déjà ? Ah, le voilà. Traité sur les apparitions et les vampires, dans lequel il y recueille des dizaines de témoignages sur les habitants de l'Est de l'Europe afin d'étudier la véracité des faits et des histoires sur ces créatures buveuses de sang. Voltaire, donc, curieux d'échanger avec notre abbé érudit, décida durant l'année 1754 de s'inviter à l'abbaye de Senones pendant plusieurs semaines. Il passait ses journées entre la lecture de manuscrits rares dans la bibliothèque et des conversations éclairées avec Don Calmet. Mais cela ne dura qu'un moment, car lorsque le prince de Salm, Nicolas Léopold, apprit que Voltaire, qui n'était pas vraiment en honneur de sainteté auprès de la noblesse de l'époque, séjournait dans son château, le prince lui laissa 3 jours pour déguerpir, hors de son territoire. Voltaire remercia à l'époque le prince pour le délai qui lui était accordé pour quitter un territoire qu'il définissait comme si petit qu'un escargot en ferait le tour en moins d'une journée. Voltaire quitta le territoire quelques jours plus tard et ne remit plus jamais les pieds sur la principauté de Salm. On est le 25 octobre 1757. L'abbé Don Calmet vient de quitter ce monde. Pour le remercier de tout ce qu'il a apporté à la vallée et à la principauté, un tombeau sera érigé dans l'église de Senones, tombeau qui est encore visible aujourd'hui. Pendant un peu moins de 50 ans, 3 princes se succéderont à la tête de la principauté. Nicolas Léopold, premier prince de Salm, suivi de son fils, Louis-Charles Othon, qui régnera seulement pendant 8 ans. Et n'ayant pas de fils, c'est son neveu, le prince Constantin Alexandre, qui prendra les rênes de la principauté à sa mort. Pendant leur règne, les princes de Salm s'engageront fortement pour la culture, mais aussi pour l'art. Ainsi, le château de Senones deviendra une des plus remarquables collections de tableaux européens, avec des tableaux de grands peintres du XVIIe siècle, comme Rembrandt ou Georges de la Tour. Ils œuvreront aussi pour l'éducation de la population de la principauté, avec la création de lieux d'éducation indépendants et surtout entièrement gratuits. La principauté de Salm sera également l'un des premiers territoires d'Europe à rendre l'école obligatoire pour les garçons et aussi pour les filles. Durant le règne des princes de Salm, la région voit son commerce prospérer. Le jeune prince Louis, fils de Nicolas Léopold, améliorera par exemple le système d'irrigation, en développant le système de lutte et de prévention contre les incendies. La santé sera également un de ses grands champs d'action, avec la création de groupes de sages-femmes et la mise en place d'un système de soins et de prévoyance. Mais comme tous les nobles de son époque, les 2 premiers princes vivront au-dessus de leurs moyens. Le 3e prince, Constantin Alexandre, récupérera alors des comptes endettés qui le forceront à imposer une austérité financière. Mais ce dernier, préférant baisser le train de vie de sa cour plutôt que d'augmenter les impôts de ses citoyens, sera très apprécié par les habitants qui le soutiendront jusqu'à son départ. « 14 juillet 1789. Cette date vous dit sûrement quelque chose. La royauté française est renversée. Le prince Constantin, sentant le vent tourner, décide d'organiser son départ vers l'Empire germanique. Il quitte la principauté de Salm le 2 mars 1793. La Convention nationale française déclare que la principauté est réunie à la France et fait partie intégrante du territoire des Vosges.
Alors que le soleil se couche sur les montagnes verdoyantes de la principauté de Salm, nous concluons notre périple à travers cette histoire insolite de notre territoire. Et même si les murs de ces châteaux ont été érodés par le temps, l'esprit de la principauté reste présent, derrière chaque pierre, chaque maison, chaque rue pavée. Ainsi, le temps d'un demi-siècle, ce petit bout de terre aura vu son histoire chamboulée pour devenir l'une des places fortes de ce siècle des Lumières. C'est ainsi que se termine notre voyage à travers la principauté de Salm.